Florent Le Gaonnac. J'ai le plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui parce que tu es le fondateur de The Motion Therapy, qui est Mm. une approche particulière qui va allier la psychologie, la relaxation et les mouvements de boxe. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, ouais, voilà, c'est à peu près bien résumé, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment toutes les thérapies qui tournent autour du corps, des mouvements du corps. C'est pour ça que j'ai voulu échanger avec toi aujourd'hui. Et tu as un profil particulier parce que tu es doctorant en psychologie C'est ça, et aussi champion de France dans plusieurs disciplines de boxe pied-point. tout à fait, ouais. C'est ça? Il y a quelques années, ça. Hein, ça fait quelques années, mais c'est encore là, c'est encore là. Et tu as développé une approche particulière dans les TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales, dont tu vas nous parler aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Bah, si tu veux, je peux me présenter un peu plus en détail. Oui, Donc moi, en fait, j'ai donc boxé pendant plusieurs années à haut niveau. J'ai été amené à évoluer en boxe française, en kickboxing, en full contact, en karaté contact. Plein de disciplines où on se met des coups de poing et on se fait mal, tu vois, et des coups de pied. J'ai fait 47 combats, j'ai eu 36 victoires, et puis j'ai pu avoir quelques titres nationaux dans différentes de ces disciplines, dans ces différentes disciplines. Je parlerai plutôt de parcours sportif plus que de carrière, parce que je pense qu'il faut être humble. Euh, la, la- voilà, c'est plus un parcours qu'une carrière, parce que bon, on gagne pas d'argent en France, et puis bon, voilà, j'ai performé à mon petit niveau, on va dire. Et donc, effectivement, comme on ne gagne pas sa vie en parallèle, j'ai fait des études. J'ai fait un premier master en sciences de l'éducation, pour faire notamment faire de l'ingénierie pédagogique, construire des modules de formation, etc. J'en ai fait un autre ensuite en psychologie cognitive et neurosciences. Et, euh, et voilà. Et puis, quand j'ai arrêté ma carrière, enfin mon parcours sportif, euh, ça faisait déjà un moment que j'avais développé The Motion Therapy, dont on pourra parler, dont on parlera certainement juste après. Et, euh, et je donnais des cours à la fac pour un master de psychologie cognitive spécialisé dans ce qu'on appelle la cognition incarnée, dont je parlerai un peu plus aussi tout à l'heure, donc, qui étudie la relation entre le corps et l'esprit. Et on m'avait proposé de faire donc ma thèse, de faire une thèse sur cette approche et sur la manière dont les mouvements de boxe pouvaient agir sur le cerveau, sur la cognition. Et donc, je me suis lancé ce challenge depuis maintenant 2 ans et demi. ok, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est déjà la différence entre la thérapie traditionnelle et les TCC dont fait partie finalement ton approche? Si C'est je ça, ouais. comprends. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs approches, il y a plusieurs formes de psychothérapie, hein. Voilà, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a énormément, hein, plusieurs formes de psychothérapie. J'ai envie aussi de souligner un point. J'ai lu récemment une étude intéressante qui disait que c'était pas tant l'obédience du thérapeute qui importait, mais plutôt la qualité de l'alliance qu'il y avait entre le thérapeute et le patient, et qui faisait l'efficacité. Donc voilà, ça c'est pour tous ceux où des fois il y a des espèces de comparaisons ou de concours. Voilà, c'est la qualité du lien qui fait l'efficience d'une thérapie. Voilà, une jolie méta-analyse qui est sortie il y a quelques temps là-dessus. Euh, et on va dire que les thérapies cognitives et comportementales, c'est celle qui est principalement étudiée par le champ des sciences et de la psychologie cognitive. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui vont chercher à démontrer par des travaux expérimentaux, par des protocoles de recherche, l'efficience, je dis n'importe quoi, de la respiration sur la gestion du stress. Donc tout ça, c'est des protocoles assez stricts qui vont voilà, se baser des fois sur juste une séance et des fois sur un suivi de patients. Et donc voilà, on va dire que c'est l'une des dimensions les plus scientifiques, parce qu'on cherche à démontrer les théories par des résultats qui sont observables. Ensuite, il y a eu plusieurs courants dans les thérapies cognitives et comportementales. Et moi, on va dire que non, je fais effectivement cette thérapie cognitive et comportementale et je m'inscrirais, je dirais qu'elle est dite incarnée. C'est-à-dire que voilà, je travaille sur le fonctionnement cognitif, sur les stratégies qui peuvent être mises en place et qu'on peut mettre à disposition des personnes que l'on accompagne, sur la dimension émotionnelle, mais aussi sur la dimension incarnée, sensorimotrice, sur la dimension corporelle, qui des fois peut avoir tendance à être par moments un peu délaissée en thérapie cognitive et comportementale.
Ok. Est-ce qu'on peut dire que les thérapies cognitives et comportementales, l'objectif, c'est plus de se concentrer sur finalement le présent et la suppression des symptômes par rapport à la thérapie traditionnelle C'est dans le des fois passé? ce qui, ouais, c'est des fois un petit peu ce qui est critiqué par, enfin, certains critiquent les TCC en se disant, bah voilà, en fait, vous travaillez sur le symptôme, les conséquences, et vous travaillez pas sur les causes. Euh, je sais pas, je suis pas tout à fait, je pense qu'on peut le nuancer, c'est-à-dire qu'effectivement, on cherche aussi, bah, quand il y a de l'anxiété, on cherche à traiter l'anxiété, et c'est déjà énorme. Maintenant, aller chercher la cause de l'anxiété, moi, je pense qu'il faut être très attentif à la notion de causalité, particulièrement en psychologie. On en avait un petit peu discuté. Euh, Oui. la causalité, bah, en fait, elle n'est pas démontrable. Ça reste que des hypothèses. On peut dire que tu es anxieux parce que tu as vécu ça, mais tout ça, c'est une hypothèse. Et souvent, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs qui jouent sur, par exemple, l'anxiété. L'environnement dans lequel on est, l'environnement familial, l'environnement professionnel, effectivement peut-être des apprentissages dans l'enfance qui n'ont pas été suffisants, pas suffisamment de contenance, peut-être un cadre familial qui ne nous a pas transmis un certain nombre de compétences émotionnelles, par exemple, pour faire face à telle ou telle situation, peut-être des chocs aussi qu'on a pu avoir, mais très souvent c'est multifactoriel. Il y a des éléments du passé, il y a bien évidemment des éléments de l'instant présent, et je dirais que les thérapies cognitives et comportementales ont pour objectif déjà agir sur le symptôme, ce qui est à mon avis énorme, et puis, bah, pourquoi pas amener la personne dans un processus réflexif sur ce qui pourrait avoir du sens au regard de ce qu'il a vécu par le passé, mais sans chercher à faire de la causalité. Ouais. Je pense d'ailleurs même que c'est un peu dangereux de faire de la causalité, parce que si on se trompe, c'est problématique. Ben, exactement. Après, en tant qu'accompagnant, on peut faire des hypothèses, mais on ne peut pas forcément affirmer des choses. C'est ça, voilà. Je pense qu'il faut rester dans le champ de l'hypothèse et puis explorer les différentes potentielles causes, si on peut parler ainsi, quoi. Oui, en sachant qu'on ne partage pas forcément ces hypothèses en tant qu'accompagnant, on peut aussi les garder Non, pour non, nous. voilà, en plus, voilà, tout à fait. Et quelle est la genèse de The Motion Therapy? La genèse de The Motion Therapy, je dirais déjà que c'est mon parcours sportif. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, jeune boxeur, j'étais particulièrement assujetti à mes émotions, là où d'autres peut-être de mes partenaires d'entraînement avaient peut-être plus de facilité à soit à les gérer, soit à les inhiber, soit les deux. Moi, j'étais très vite, pouvais vite, très vite être envahi émotionnellement et ça pouvait être amené à me desservir. Pour la petite anecdote, je pense que ce qui a le plus marqué, j'étais encore étudiant lors de mon premier master et j'avais un combat qui était assez important face à un adversaire beaucoup plus expérimenté que moi. Puis quelques minutes avant de monter sur le ring, mon entraîneur me dit, mais tu te sens comment? Et je lui dis, ça va, super. Et j'étais tellement stressé, je crois qu'on aurait pu se casser les doigts sur mes trapèzes, quoi. Je fais le combat, je fais une bonne performance, mais je perds quand même le combat. Et à l'issue du combat, mon entraîneur me dit, mais je comprends pas, il y a des trucs que je te demandais de faire, tu n'arrivais pas à les faire, d'habitude à l'entraînement, tu les fais, etc. Et je dis, ouais, je comprends pas. Il me dit, mais moi, je vais te le dire, je pense que tu étais hyper stressé, quoi. Tu étais hyper tendu. Et ce qui est important dorénavant, c'est que quand tu ressens quelque chose, quand tu sens que tu es trop envahi émotionnellement et que ces émotions, ce stress jouent sur tes sensations physiques, là, le cas échéant, j'avais les jambes un peu sciées, dis-le moi. Parce que là, en ce moment-là, j'adapterai la stratégie et je te dirais, bah, fais plutôt ci, fais plutôt ça, puisque tes émotions, en fait, vont directement jouer sur ton état physiologique. Et je pense que ce jour-là, il a fait le plus beau cadeau qu'un entraîneur puisse faire, c'est-à-dire, c'est même pas de l'accompagner vers le titre de champion du monde, c'était de décomplexer les émotions et surtout bah, d'avoir un espace avec lequel je pouvais lui dire, même si ça reste quand même un sport dur, de confrontation, et puis des fois, il faut quand même, voilà, faut ravaler un peu sa douleur aussi, mais en tout cas, il m'a autorisé et il m'a accompagné en ce sens. Et donc, ça a commencé là et je me suis dit, OK, bah, qu'est-ce qui peut être à ma disposition pour faire face à cette épreuve majeure qu'est le ring. Je faisais, en sciences de l'éducation, je faisais aussi beaucoup de psycho. Et puis j'ai commencé un petit peu à élaborer ces questions-là. Ensuite, j'ai fait un autre master en psychologie cognitive. J'ai commencé à faire du conseil dans les entreprises. Et puis, j'ai fait aussi d'autres formations qui ne sont pas universitaires. J'ai étudié un peu la PNL, la sophrologie, l'hypnose. Et j'ai mis 6 ans ensuite à vraiment aboutir cette idée de The Motion Therapy pour ensuite en faire un travail de recherche avec ma thèse. Ce que tu décris pendant le combat de boxe,
Je trouve que c'est assez essentiel parce que le fait de bien gérer ses émotions pendant un combat, enfin de gérer ses émotions, on va dire, de les accueillir et de pouvoir gérer son stress, en fait, son anxiété, ça permet d'avoir une sorte de discernement pour savoir quelle décision prendre Mm. et surtout anticiper ce que va faire l'adversaire. C'est ça. Et si on doit transposer cette situation à la vie d'un patient ou à un salarié en entreprise, ça donne quoi? Bah, je suis pas sûr qu'on puisse transposer le ring avec la vie, mais parce que le ring, déjà c'est particulier, c'est-à-dire que tu as une date, tu as une heure, tu as un adversaire, tu as plusieurs mois pour te préparer, tu vois ce que je veux dire, ou plusieurs semaines, ça dépend de l'échéance. Alors que des situations souvent de stress ou de difficulté ou de conflit pour un patient ou même dans une entreprise, bah, des fois ça arrive un peu subitement, quoi. Tu vois, et il n'y a pas forcément cette notion, on peut pas Des fois, tu toujours, mais peux on peut pas préparer en toujours entreprise, hein. l'anticiper. Pardon? En entreprise, tu peux préparer un événement comme un combat, Oui, hein, oui, bien un sûr, ouais, non, tu peux. lancement, tu vois. Enfin, c'est Oui, oui, vraiment, on est d'accord, ouais. on va Je dire, parlais des plus hautes des événements qui périodes de arrivaient comme ça. stress. Hmm. Pardon? On va dire des hautes périodes de stress, en fait, en Oui, bien entreprise. sûr, ouais. Ouais. Oui, avec une charge de travail plus importante, tu peux l'anticiper, etc. Mais je parlais plus des événements qui pouvaient arriver comme ça, tu vois, sans qu'on s'y attende. Alors que la boxe, c'est toujours prévu, quoi. Tu sais toujours, enfin, Hmm. On va dire la après, boxe de rue, alors. ouais, voilà, c'est ça. Comme une agression dans la rue, tu vois, tu peux pas l'anticiper. Euh, cependant, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, si, en tout cas, on essayait de faire un parallèle, notamment avec les personnes que je peux être amené à accompagner au cabinet, euh, je dirais qu'effectivement, la compétence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à évaluer ses propres émotions et les ressentis physiques associés, ses pensées, être plus lucide sur la nature de ses pensées, mais aussi comprendre un peu mieux les émotions des autres et pouvoir en tenir compte, qui favorise ensuite les interactions, les relations sociales, etc. Bien, je dirais que voilà, les stratégies associées à cela qu'on peut acquérir, elles permettent de mieux dealer, de mieux gérer son environnement. Euh, Je dirais et que c'est l'intelligence émotionnelle incarnée. c'est ça, voilà, exactement. C'est pas comme ça que tu la présentes, mais moi qui travaille sur l'intelligence émotionnelle, je trouve que c'est un peu ça. C'est ça, exactement. C'est comment effectivement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir le corps humain comme, tu vois, tu as les hardware et les software, quoi, tu vois. Et Hmm. donc les software, ce serait le corps et le hardware, ce serait le cerveau. Ça, c'est des visions très cognitivistes aujourd'hui qui sont encore assez dominantes dans le monde de la psychologie. Alors que ce que j'étudie, c'est qu'effectivement, il y a une vraie relation entre le corps et l'esprit. On essaie d'avoir des données observables là-dessus, hein. Philosophiquement, on enfonce une porte ouverte, hein, sur la relation corps-esprit. Maintenant, on essaie de le démontrer un peu plus scientifiquement, c'est plus complexe. Et, euh, et donc, ouais, effectivement, là, on parle, on est assis, mais peut-être que si on parlait debout, mon état émotionnel serait peut-être encore un peu différent. Là, Si je on suis parlait les yeux confortablement. fermés, Pardon? si on parlait les yeux fermés aussi. Ouais, peut-être que si on parlait les yeux fermés, c'est clair que ce serait complètement différent là aussi. Là, je suis confortablement installé dans mon bureau, mais peut-être que si j'étais dans une autre pièce, peut-être que mon état émotionnel serait encore différent, peut-être même que ce que je raconterais serait encore peut-être aussi influencé. Donc, voilà, l'environnement et ce qui se passe aussi au niveau moteur, au niveau du corps, joue bien évidemment sur la cognition et les émotions. Est-ce que tu dirais que tes séances avec tes patients se ressemblent? Est-ce qu'il y a un protocole que tu suis Ouais, qui a à ceux qui ne te connaissent pas? tout à fait, ouais. Donc déjà, dans un premier temps, il y a une anamnèse, hein, comme chez n'importe quel professionnel. On va clarifier un petit peu la demande de la personne et puis on essaie de fixer un objectif, de clarifier vraiment la demande, fixer des indicateurs aussi qui permettent de dire, bah, OK, je sais pas, c'est ça ta demande, qu'est-ce qui fait que tu montres que tu as atteint, etc. C'est intéressant parce que des fois, c'est des tout petits indicateurs, mais qui sont des micro-mouvements, mais qui permettent de renforcer voilà, l'estime de la personne et renforce un peu son empowerment, de dire, bah, tiens, regarde, j'y arrive, etc. Je retrouve un peu le pouvoir sur même des détails, mais qui sont hyper importants. Parce que moi, je crois qu'en thérapie, le travail se fait principalement par des micro-mouvements et comme l'apprentissage de la marche chez les enfants, quoi, tu vois. Et donc, une fois cette anamnèse, que l'alliance est faite, parce qu'en fait, il faut aussi être à l'aise, hein. Et sur chaque séance, il y a une partie clinique où on discute. Il y a une partie sensorimotrice, où chaque exercice de boxe a une intentionnalité particulière, permet d'avoir comme clé d'entrée le corps. Donc, l'objectif, c'est pas du tout de faire de la boxe, hein, c'est juste de passer par justement le mouvement.
par l'intention inhérente au mouvement, et puis de faire un lien parallèle avec, OK, bah, tu as ressenti ça, à quoi ça te fait penser, et cetera. Donc ensuite, on fait un parallèle avec la demande et avec ce que la personne vit. Et sur le troisième tiers, j'utilise l'imagerie mentale, donc des stratégies, voilà, diverses d'imagerie mentale, où ça permet de réévaluer une situation passée, faire pourquoi pas du contrôle attentionnel, ou ce qu'on appelle plus couramment de la pleine conscience, voilà, pour réguler les pensées, appréhender ses sensations physiques, mais de manière plus passive, là, le cas échéant. Et pourquoi pas aussi se projeter si on a un événement X ou Y à préparer, ou une situation de conflit qui pourrait arriver, voilà. Donc voilà, l'imagerie mentale permet un peu de travailler sur la ligne du temps, et ces trois espaces, en fait, euh, bah, à mon avis, sont assez complémentaires. Je les utilise en fonction des besoins. Des fois, je passe plus de temps sur un espace qu'un autre. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est surtout cette dimension incarnée avec ces mouvements, ces exercices de boxe que j'ai développés, qui reposent aussi sur mes travaux de psycho. Oui, pour avoir testé une séance avec toi, je dirais que les trois espaces sont importants. Mais j'ajouterais quelque chose, c'est que on repart avec des clés à appliquer et qui nous permettent de mieux gérer les émotions. C'est-à-dire qu'on peut refaire les exercices à la maison et il y a une dimension que tu présentes pas, mais moi j'ai vraiment ressenti ça. Il y a une dimension énergétique dans la troisième partie. C'est-à-dire qu'il y a une Mm. libération énergétique. Tu travailles avec les énergies, tu t'en rends pas compte. Bah ouais, bah c'est probable. Moi, je pense qu'effectivement, là, on sort un peu du cadre et du champ des sciences cognitives, de la psychologie expérimentale, mais moi, il y a ce en quoi je crois beaucoup, c'est parce qu'on peut aussi tout simplement incarner, émaner, tu vois, qui n'est pas forcément démontrable par un process de recherche, mais qui est de l'ordre peut-être, ouais, de l'impalpable, et qui se passe dans la relation à l'autre. Donc, ouais, je crois beaucoup en ça aussi. Qui se passe dans la relation à l'autre, mais qui se passe aussi enfin, dans la relation à son corps. Moi, c'est ce que j'ai Hmm. ressenti. Parce que moi, déjà, j'ai passé une séance à beaucoup pleurer avec toi, contrairement à aujourd'hui. Et dans la deuxième et la troisième, surtout dans la troisième partie, j'ai senti vraiment quelque chose qui sortait de mon corps. Hmm. Mais moi, ce en quoi je crois, ce que je pense, et vraiment même aussi ce que certains travaux démontrent, hein, euh, c'est que cette dimension incarnée, le fait de mobiliser, alors moi je pense que c'est aussi assez particulier avec les mouvements de boxe. Voilà, il y a quand même une dimension très marquée. Voilà, Mhm. ah, dans un tout autre registre, l'art-thérapie, que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intéressant, mais ça s'inscrit différemment dans un mouvement corporel. Là, il y a quand même quelque chose de très incarné, le cas échéant, avec tout de suite une résultante en termes de sensations physiques, dans les poings, dans les bras, dans la poitrine. Et donc, effectivement, là, cette dimension hyper incarnée, à mon avis, que sont les mouvements de boxe, peuvent avoir ce type de conséquences, cette sensation de libération. Oui, complètement. Et ça me fait penser à une... Tu sais que moi, je pratique aussi l'hypnose spirituelle. Et il y a Mm. des gens qui revivent des souvenirs comme ça, traumatiques ou pas, enfin, qui font des choses pendant une séance. Et vraiment, ils bougent, en fait, ils enlèvent des choses de leur corps, etc. Et la dimension de je bouge, je fais le geste, souvent libère. Ouais, Donc, il y a ouais. vraiment ce lien entre la pensée, enfin, une pensée qui peut être négative ou presque traumatique, et le mouvement du corps. Ouais, ouais, clairement. Mais d'ailleurs, même, on a même un champ lexical en France qui est très incarné. J'en ai plein le dos. Hmm. Ça me fait chier, tu vois, ça me fait mal à la tête, enfin, tu vois, on a comme ça, j'en ai gros sur le cœur, tu vois. C'est vrai. Et quels sont les effets que tu as pu constater, toi, sur ta patientèle, sur l'anxiété, sur le stress, sur les peurs? Euh, Bah, je te dirais que déjà, c'est une autonomisation des personnes. Tout à l'heure, tu soulignais qu'on pouvait aussi être amené à pouvoir reproduire, même des fois, certains exercices de boxe. J'ai essayé de les concevoir pour... Bon, alors, c'est pas tout à fait la même chose dans le vide, ce qu'on appelle en shadow, mais quand même, il y a cette dimension incarnée, ou même, moi, j'essaie de faire aussi beaucoup de psychoéducation, c'est-à-dire de transmettre un certain nombre de savoirs accessibles et vulgariser un certain nombre de savoirs scientifiques sur la psychologie pour que les personnes, bah,
voilà, puissent un peu mieux comprendre comment leur cerveau fonctionne. Et puis, donc voilà, l'autonomisation, et puis effectivement des résultats qui sont plus ou moins variables et plus ou moins rapides en fonction des personnes, mais qui sont assez efficients. Ça fait maintenant un peu presque 10 ans que j'ai développé cette approche et, euh, et en tout cas avec des résultats plutôt efficaces. Alors c'est toujours un peu difficile de dire exactement, moi je peux te dire un peu ce que j'observe en recherche parce que c'est vraiment tangible, j'ai des feedbacks très positifs et puis je suis souvent recommandé, donc je te dirais que c'est ça monte l'efficience. Après, tu sais, les gens, quand ils vont mieux, tu les vois plus. C'est un peu toute la frustration de notre métier. Tu vois. Donc, tu as des nouvelles de le part quand tu es recommandé. Ils te disent, ah, bah, comment il va, lui? Ok, il va bien. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Tu vois. En tout cas, euh, le, la dimension motrice permet d'avoir immédiatement et assez rapidement des effets. Et alors, c'est pas du tout sportif, hein, il faut préciser peut-être pour tes auditrices et tes auditeurs Oui. que on n'est même pas en aérobie, hein, ouais, il n'y a pas de dimension hormonale, etc., qui va jouer. On est vraiment sur des mouvements sensorimoteurs, sur Mm. une dimension sensorimotrice. Et ça a des effets ben, parce que tout simplement, on va en frappant, je dis n'importe quoi, ou en faisant un exercice d'évitement ou d'esquive ou autre, on va avoir tout de suite une sensation physique et ça favorise ce qu'on appelle l'évaluation interoceptive, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir évaluer les sensations physiques et de ce fait aussi les émotions qui sont associées. Oui, ça fait partie des thérapies brèves aussi. C'est important Ouais, de c'est ça. faire Effectivement, en une tout cas, approche en fait, je pense que le thérapie brève, je ne sais pas pourquoi on dit thérapie brève, mais je pense qu'on met ça en perspective par rapport à peut-être certaines approches par plus rapport à la psychanalytiques. psychanalyse. Voilà, par rapport à la psychanalyse, ou en tout cas, c'est un joli modèle économique pour certains et ça peut durer très longtemps. Oui, ça peut durer très longtemps. Voilà. Donc, je dirais que Généralement, hein, bref, par rapport à quoi? Oui, par rapport à une psychanalyse. Bon, effectivement. non, ou peut-être par rapport à la thérapie aussi traditionnelle. Si tu fais une psychothérapie, bah, ça peut durer 2 ans, 3 ans. Est-ce que Ouais. tu peux te voir aussi Ah, longtemps? ça m'est arrivé de garder des gens 1 an ou 2 ans, tu vois. Euh, et puis, de toute manière, l'objectif, comme c'est l'autonomie, c'est qu'au fur et à mesure, on espace les séances. Ça reste quand même ça l'objectif. Moi, ce que j'observe, en tout cas, je le vois, j'ai mes collègues au cabinet qui sont psychologues classiques, on va dire, ou puis soit un peu plus psychologue social ou un peu plus psychologue neuropsy, notamment. Bah, on a tous comme dynamique l'autonomie de la personne et de plus en plus, on se tourne vers des approches à la fois démontrées scientifiquement et qui favorisent l'autonomie et l'empowerment du patient. Oui, quand on a une certaine déontologie C'est ça, ou aussi un certain niveau de formation aussi, je pense. aussi. Ouais. Et en entreprise, ça se passe comment? Parce que tu interviens aussi en entreprise Ouais, avec cette approche, mais c'est plutôt ça. dans le domaine de la formation, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. Alors en fait, en parallèle donc du cabinet Aïssa donc, que j'ai monté, je fais une petite parenthèse sur le cabinet Aïssa si tu me le permets. Avec Le plaisir. cabinet Aïssa, qui est un cabinet que j'ai monté il y a maintenant presque 3 ans avec mon ami et associé Fabrice Delmotte. Eh bien, donc c'est un cabinet pluridisciplinaire. Donc il y a des psys, il y a ostéo, soins esthétiques, acupuncture, voilà, et massage bien-être avec mon collègue. Et on a pour objectif d'avoir un maximum de professionnels pour que bah, quand tu viennes voir un professionnel, mais tu sais que tu peux en avoir d'autres à disposition. Et la petite particularité du cabinet AISA, eh bien, c'est que nous proposons à toutes les personnes en ALD, c'est-à-dire affection longue durée, des tarifs préférentiels. C'est un peu la mission un peu sociétale, c'est-à-dire que chacun des professionnels du cabinet est OK, s'engage à pouvoir baisser de manière assez significative leurs tarifs pour qu'ils puissent, tout à chacun, qui puisse, notamment en ALD, on sait que les revenus sont moindres à ce moment-là, puissent venir dans un joli espace du moins on a essayé de rendre joli, qui soit confortable et où on ne soit pas forcément dans l'urgence des fois qu'on peut observer malheureusement d'un CMP ou donc centre médico-psychologique ou d'un hôpital si on est suivi à l'hôpital, quoi. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc, j'exerce de mon chef. C'est une parenthèse importante, hein, parce que Ouais, ça fait de vous des praticiens engagés et conscients et qui contribuent aussi bah, au bien-être du collectif, surtout dans une période où, comme tu dis, les affections longue durée, on est dans des situations d'extrême fragilité. clairement, hein. On Et va puis, pas en plus, comparer la souffrance, mais bon.
Ouais, et puis en plus, des fois, on doit multiplier les soins, ça peut coûter cher. On sait que nos professions sont peu ou pas remboursées par la Sécu ou la mutuelle. Donc, voilà, d'essayer de rendre ça accessible à tous. Voilà. Et le fait qu'il y ait aussi de l'esthétique et du Ouais, bien-être, c'est c'est essentiel. Ouais, parce que exactement. ouais, la dimension corporelle, là, le cas échéant, se sentir beau, se sentir belle, Mm. l'image de soi, c'est central dans le mieux-être, hein. Et dans le processus, d'ailleurs, on le voit bien, sur des hommes et des femmes atteints de cancer, il y a des coachs sportifs qui vont être présents, il va y avoir même des femmes qui vont être là pour les femmes, notamment qui peuvent être amenées à perdre leurs cheveux, etc. Donc, il y a tout cet accompagnement. On sait que la dimension psychologique, notamment juste par l'image, joue beaucoup. Ouais, c'est hyper important parce que pour avoir accompagné des personnes qui avaient fait des chimios qui étaient en rémission, il y a déjà avec le traitement, il y a comme une sorte de dissociation de son corps dans les sensations, et le fait d'avoir une approche qui est à la fois esthétique et bien-être, ça permet de revenir dans son corps en fait, Mm, de retrouver un contact avec ses cinq sens. mm. C'est, c'est émouvant. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est hyper important, je pense. Et donc voilà, et en parallèle, donc depuis maintenant ouais, presque 10 ans, je travaille donc avec le fondateur, et donc maintenant je suis associé depuis 5 ou 6 ans avec Olivier Chamberlois, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Sensei. Nous sommes deux autres associés, Adrien Tedesco et le frère d'Olivier qui s'appelle Yves Chamberlois. Euh, donc, on a notamment Adrien Tedesco qui, lui, est directeur scientifique de Sensei, c'est-à-dire que lui est docteur en sciences cognitives. Et donc, en fait, on met en place, avec cette société, des dispositifs d'accompagnement et de formation au sein des collectifs. Mais ça peut être auprès aussi, enfin, des collectifs d'entreprise, mais ça peut être aussi auprès des chefs d'entreprise, des directeurs ou des managers, des dispositifs d'accompagnement autour on va dire, des compétences transverses, donc du développement des compétences relationnelles, émotionnelles. Et l'idée, c'est à la travers de parcours, de dispositifs, de leur transmettre un certain nombre de connaissances, là encore vulgarisées, scientifiques, sur le fonctionnement cognitif, sur les émotions, sur la flexibilité, l'adaptabilité. Aussi des bases autour du conflit, de la médiation, un peu d'analyse de pratique. Et la particularité de nos dispositifs, qu'ils soient collectifs ou individuels, c'est qu'on propose ce qu'on appelle des séances décalées. Et à travers ces séances décalées, on va proposer une séance d'apnée, une séance de boxe, une séance d'équi coaching, par exemple, du funambule, du théâtre. L'idée, en fait, de ces séances dites décalées, qui sont assurées par nos sensei, donc par les spécialistes de ces différentes disciplines, c'est de favoriser ce qu'on appelle le déséquilibre dynamique. On sait tous qu'aujourd'hui, quand on marche pas en équilibre, on marche par la gestion d'une succession de déséquilibres, mais qu'on a appris à gérer, ce qui fait qu'on se casse pas la gueule, quoi. Et l'idée, c'est un peu la même chose, c'est de mettre les collaborateurs ou le collaborateur dans un certain déséquilibre, mais qui soit quand même suffisamment bienveillant, contenant et puis stimulant aussi, à travers une activité décalée, en lien avec sa demande. Ça peut être la question de la confrontation, par exemple, de la régulation émotionnelle, de sa capacité à pouvoir lâcher des fois peut-être sur certaines situations pour pouvoir s'investir plus sur d'autres ou autres. Et donc voilà, nos sensei avec qui on travaille déjà depuis plusieurs années vont mettre en place une séance adaptée pour le ou les collaborateurs. Et à l'issue de ça, il y a un débriefing d'expérience. Donc, c'est une méthodologie qu'on a mise en place. On a notamment travaillé avec le laboratoire de psychologie cognitive de Montpellier pour développer justement, d'un point de vue expérimental et scientifique, euh, des débriefings qui soient de qualité et qui nous permettent derrière de faire le lien avec ce que la personne est amenée à rencontrer dans le cadre de son activité. Donc, on sort complètement la personne de son cadre professionnel, on le met volontairement dans un déséquilibre dynamique, c'est aussi cool. Des fois, c'est sympa, ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est cool aussi. Et puis derrière, ensuite, on va tirer la quintessence de cette expérience pour pouvoir naturellement la transposer et faire le lien avec ce que la personne vit. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie, moi, quand on fait les débriefings, c'est que au-delà de ce que notre cerveau a pu balancer comme contenu théorique ou pratique, souvent ce qui ressort, c'est ah ouais, non, mais là, quand on a fait telle expérience, il s'est passé ça, ça m'a renvoyé à ça, et j'y repense souvent quand je suis confronté à des situations comme celle-là. Et donc, on voit que la dimension incarnée, là, le cas échéant, c'est hyper fort et,
et prend tout son sens. Et donc là, ça joue réellement sur la gestion des émotions et des peurs, en fait, Ouais, tes qui émotions, de inconsciemment la en fait cognition. l'entreprise. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Faites sur vraiment le fonctionnement cognitif, c'est-à-dire que la personne gagne en lucidité sur la manière dont elle pense, dont elle apprend, dont elle fonctionne. Et elle peut aussi rêver, ça lui permet aussi de voir bah, les émotions qu'elle ressent, et puis derrière, de mettre en perspective les comportements qu'elle peut avoir et les prises de décision, le cas échéant. Je pense à un chef d'entreprise qui doit des fois prendre des décisions, des fois dans l'urgence, des fois non. Mais en tout cas, des fois dans des situations qui ne sont pas toujours les plus optimales. Et donc, cette dimension incarnée-là bah, permet effectivement de faire des parallèles tout en sortant du cadre et qui laisse vraiment une trace motrice en quelque sorte et émotionnelle. Est-ce que vous avez pu, lors de vos expériences, catégoriser les mouvements? Est-ce qu'il y a certains types de mouvements qui amènent à certains types de réactions? Alors, pas au sein de l'entreprise, mais moi, je peux te dire un peu ce que dit la littérature là-dessus en le simplifiant. Euh, eh bien, par exemple, tendre le poing, voilà, ça Mhm. peut être repousser quelque chose, d'accord? Mais ça peut être aussi l'approcher, tu vois. Donc, tendre le bras, ça dépend de l'intention, ça dépend du contexte, euh, par exemple, tu vois. Tirer, je tire par exemple un levier vers moi, si ça peut être m'éloigner d'un objet, comme ça peut être aussi me rapprocher, tu vois. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, bon là, je suis vraiment dans le cadre des mouvements de boxe, hein, par exemple, de l'approche et de l'évitement. euh, on va se rendre compte qu'en fait, toute la journée, on est amené à faire des gestes euh, et qui vont avoir bah, derrière un objectif, l'adaptabilité à l'environnement, et qui va chercher à se rapprocher ou au contraire s'éloigner. Et tout ça, bien évidemment, c'est en lien avec ses émotions. Maintenant, pour répondre à ta question sur la question des expériences qu'on fait vivre, bah, comme c'est un peu décorrélé de l'activité professionnelle, il n'y a pas vraiment de gestes observables, mais par contre, on se rend compte que bah, des fois, les gens doivent faire des gestes, et j'ai n'importe quoi, quand on les emmène dans une fausse plongée et qui doivent prendre leur apnée, puis descendre comme ça, et puis forcer, etc. Enfin, tu vois, il y a quand même des gestes forts, des actes forts qui sont amenés à faire et qui les marquent particulièrement, ou s'ils doivent frapper, se dire, oh, au début, je mettais une petite patte de chat, et puis au bout d'un moment, j'avais une satisfaction, un plaisir à pouvoir lâcher le coup et toutes les émotions qui étaient associées. Bon, voilà, je prends des exemples un peu caricaturaux, mais effectivement, en tout cas, c'est à mon avis la dimension gestuelle, les moments précis qui laissent une trace vraiment aux collaborateurs qui suivent nos dispositifs. Là, tu parles vraiment de quand vous êtes dans l'expérience, mais moi, je pensais même à... Alors, je ne sais pas comment vous prenez les groupes, mais souvent, quand tu es formateur, tu peux avoir un groupe et leur donner, par exemple, une consigne, leur dire, voilà, on va faire ça comme exercice, voilà comment on va s'organiser. Et en fonction de la gestuelle des gens, ils n'ont pas du tout la même énergie. Déjà, si j'ai les bras croisés, je te regarde vraiment, c'est une position un peu de défense, alors que si je suis ouverte, tu vois, je suis en réception. Il y a des Hmm. choses quand même assez basiques comme ça. Alors, je ne sais pas si vous en parlez lors de vos Ouais, formations. on en parle un petit peu. Après, l'analyse, moi, de la synergologie ou autre, je me penche pas particulièrement là-dessus. Mais par contre, effectivement, dans les expériences que les gens vivent, ce que nous, on leur fait décrire, c'est ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu comme comportement, comme Je dirais geste. la synergologie, parce que là, je te parle vraiment du mouvement du corps. C'est pas l'analyse Hmm. des gestes, hein. Tu D'accord, ok. vois, si je me mets comme ça, moi j'avais vu ça dans un reportage, si je me mets Hmm. comme ça, mes poumons sont vraiment ouverts et j'ai une Hmm. sensation enfin, si je suis debout, j'ai une sensation de confiance qui est là. Hmm. Tu vois, c'est un truc hyper Ouais, ces positif. positions-là, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire tout à fait. dans les positions, en fait. Là, c'est Ouais, pas dans là. les postures qu'ils prennent. Ok, ouais. Oui, oui, Exactement. tout à fait, ouais, exactement. Ouais. Bah, par exemple, tu vois, dans les exercices de boxe, il y en a au début, ils sont là, tout en retrait, et puis après, tu les vois tout doucement qui prennent confiance, qui se libèrent et qui deviennent plus proactifs. Au contraire, il y en a qui sont un peu trop véhéments ou agressifs, et au contraire, ils vont devoir apprendre à se réguler. Pareil, j'ai un exercice que j'aime bien, c'est le funambule. Le funambule, quand on est funambule, il faut jouer avec le déséquilibre, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Et si tu cherches l'équilibre, tu tombes, tu vois. Hmm. Et donc, jouer avec cette flexibilité, etc., où il y en a au début qui sont hyper crispés, il faut apprendre à se relâcher, à se tenir droit, parce que si tu mets trop le centre de gravité vers l'avant, tu tombes, etc. Et donc, effectivement, on va observer des fois, et enfin, les gens vont observer des positions qu'ils vont avoir,
et qui ne sont pas toujours adaptés, avec lesquels derrière ils sont en capacité de faire du lien et de se dire ah ouais, mais c'est vrai que dans une situation à peu près analogue, certes dans le cadre du travail, moi, j'ai tendance à me replier, au contraire, j'ai tendance à trop bomber, et qu'est-ce qui peut être plus ajusté, quoi. Oui, et qu'est-ce que ça génère comme émotion C'est et ça, exactement. Qu'est-ce que ça génère comme émotion et qu'est-ce que ça génère peut-être même aussi chez l'autre en dans face, la etc. relation? Mm. Et quel est l'impact que ça a sur la lucidité, la créativité aussi en entreprise? Mm. Parce que quand je suis complètement fermée et je suis pas réceptif, bah, il y a vraiment un enjeu dans la relation qui peut être biaisé, qui peut... Ah oui, oui, on peut être après rempli de biais cognitifs dans la perception que l'on a de ce que dit l'autre, et de l'interprétation des situations, ouais, ce qui nous amène à des présuppositions et des fois même à la fermeture. Et si on en vient aux séances de thérapie, on va dire individuelles, Mm. au niveau des mouvements, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les mouvements de boxe que tu pratiques ou est-ce que ça biaiserait les personnes qui vont venir ensemble? Non, 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 bah non, bah je peux t'en donner comme ça quelques-uns. Bon, moi, j'en ai construit à peu près une quinzaine. Euh, Là, j'en ai un comme ça qui me vient spontanément. Moi, un exercice qui me tient à cœur, que j'aime bien faire, c'est faire un mouvement d'attaque, donc mettre un coup de poing. Mais ce mouvement de coup de poing, souvent, on pense qu'il faut avancer, donc être dans le fight. Mais on peut mettre un coup de poing, certes, en avançant, mais on peut mettre aussi un coup de poing en étant statique, mais on peut aussi mettre un coup de poing en reculant, tu vois. Mhm. Euh, et ça peut correspondre aux trois grandes stratégies neurocomportementales des individus que sont le flight, flee et fight. Donc, combat, passivité ou évitement. Ça, c'est un exercice que j'aime faire, et les gens se rendent vraiment compte là, qu'est-ce que ça signifie, et qu'en fait, bah, approcher, éviter ou être passif, c'est pas simplement quelque chose d'automatique et de l'ordre du réflexe. Ça peut être aussi ce qu'on appelle, désolé pour le terme un peu complexe, mais un processus cognitif de haut niveau qui est l'intention. D'accord? Et donc, bah, je peux approcher, volontairement faire front, parce que je l'ai décidé, parce que j'ai une intention, parce que j'ai évalué les conséquences, les bénéfices et les inconvénients, et les conséquences à court et moyen long terme de ce comportement. Ou au contraire, j'ai plutôt des tendances en général à l'approche dans ce type de situation, mais est-ce que, en réévaluant les bénéfices et les inconvénients, j'aurais pas plutôt intérêt à la passivité ou à l'évitement, tu vois? Donc là encore, processus cognitif de haut niveau. Euh, J'en ai un autre que j'aime bien aussi, qui est de faire des exercices de déplacement de boxe, les yeux fermés, donc yeux ouverts, yeux fermés, où la personne doit être amenée à suivre les impulsions de ma main et se déplacer dans la pièce, bah, à la fois pour réorienter l'attention vers soi. En psychologie, on appelle ça le référentiel attentionnel. Souvent, quand on le fait les yeux ouverts au début, la personne a l'attention exclusivement centrée sur moi et absolument pas sur les impulsions et les sensations au niveau de sa main. Je lui bande les yeux et derrière, elle va réorienter l'attention et changer son référentiel attentionnel vers elle, et de ce fait mobiliser son attention différemment, d'autres sens. Et voilà, ça peut être aussi un exercice intéressant. J'ai des exercices aussi d'assertivité où je représente une menace et la personne doit repousser, etc. Pareil, en adaptant correctement la position. Voilà, j'en ai comme ça plein d'autres. Je pourrais passer des heures à raconter tout ça. Et pour ceux qui viennent te voir, pour quelle raison on vient te voir? Moi, on vient me voir parce qu'on a fait très souvent le tour des psys et qu'on n'a pas résolu son problème, tu vois. Et donc, on se dit, bah, le mec, l'ancien boxeur là, qui fait une thérapie par la boxe, peut-être que ça va marcher, quoi. Mm. Donc voilà pourquoi on vient me voir. Pas que, mais souvent. Et puis parce qu'il y a aussi une génération entre 20 et 30 ans, ou même des plus jeunes, qui veulent sortir du cadre classique de la psychothérapie. Et puis parce que j'ai aussi un petit crédit scientifique, entre guillemets, de par mes recherches, donc ça rassure aussi un petit peu, je pense, ça joue aussi ça. Voilà, donc un peu pour toutes ces raisons, et puis peut-être pour répondre plus précisément à ta question c'était quels sont les thèmes récurrents. Ouais, un peu tous. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de dominante. On vient à la fois pour des problèmes d'anxiété, de traumatisme, de deuil non résolu, de problèmes d'assertivité, d'angoisse, de problèmes de sommeil. Enfin, vraiment, on vient me voir à chaque fois pour d'addiction. On vient à chaque fois me voir pour divers problèmes. Voilà, donc j'ai des situations qui sont toujours très riches.
Et c'est vrai que comme des fois, bah, des fois, on vient me voir un peu en dernier recours de temps en temps. C'est vrai que j'ai aussi des histoires qui sont assez difficiles, quoi. Mhm. Et si on veut te retrouver, Docteur Flo, comment on fait? Ah, bah, tu vas sur Instagram, The Motion Therapy, sur Facebook ou sur mon site www.themotiontherapy.fr. Et je suis pas loin, je suis dans le 17e à Paris, au métro Courcelles. Est-ce que tu fais du coup, des suivis à distance? Non, pas forcément, parce Ouais, que ouais, ça m'est arrivé. Alors au début, bah, en fait, j'ai surtout commencé avec le Covid, tu vois. Ah oui, Ouais, et en fait, et puis parce que j'ai eu aussi une patientèle qui venait de l'étranger depuis quelques temps. Et donc, bah, en fait, j'ai adapté même certaines mises en mouvement, pas toutes, parce que je peux pas tout faire, mais certains exercices, j'arrive quand même à les faire en visio. Alors, c'est peut-être moins impactant que quand il y a les gants, il y a tout ça, mais j'arrive quand même des fois à adapter dans les séances la dimension sensorimotrice. Donc, par visio, c'est aussi possible d'adapter. et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'essayer cette nouvelle approche de la thérapie, mais qui a peur de sauter le pas peut-être? Euh, le conseil que je lui donnerais, je lui dirais, vas-y, te prends pas la tête, regarde, j'ai un sweat, je vais te recevoir en babouche, et en plus, les babouches seront de la même couleur que le sweat. Donc, sois tranquille, tu seras bien accueilli, et ce sera cool. C'est vrai, je confirme. Et moi, j'ai fait une séance avec toi qui était super, Merci. qui était assez éprouvante pour moi émotionnellement. J'ai fait que pleurer. Mais quand je suis ressortie, je me sentais beaucoup mieux. Après la séance, qu'est-ce que je peux te dire? Bon, ça a été parce que j'ai été quand même dîner avec un ami. Ouais, ça va Je quand suis même. couchée, c'était moyen quand même. Et puis après, le lendemain, voilà, il s'est passé quelque chose. Ouais, il y a quelque chose d'énergétique, je dirais, qui peut-être te dépasse. C'est probable, ouais. Tu sais, moi, tu sais, même moi, il y a beaucoup de choses qui me dépassent. Et je pense que l'une des choses qui me dépasse le plus, c'est la psychologie. C'est tellement complexe Oui, et, euh, et j'aime à dire que même si ça fait quand même quelques années que les travaux expérimentaux et qu'on est en quête de rigueur, même les neurosciences, hein, où tout le monde se vante des neurosciences, mais quand on sait lire une étude et quand on connaît même la jeunesse des études en IRM anatomique ou en IRM fonctionnel ou en électroencéphalogramme, voilà, les psychologie cognitive, psychologie sociale, clinique, psychiatrique, ou les neurosciences, reste quand même des disciplines jeunes et voilà, on est en train de découvrir tout un champ et je pense que faut vraiment faire preuve d'humilité dans ce chemin. Nous, déjà en tant que chercheurs, en tant qu'accompagnants, et, euh, et je pense que quand on a cette perception-là aussi, on est plus en capacité de pouvoir accompagner les gens et de dire, OK, bah, toi aussi, tu vas cheminer à ton rythme et en une certaine humilité, c'est cool. Et voilà. J'ai un ok. peu digressé là, je suis parti dans un truc. Non, non, non. Je dirais que ça se résume par ne pas avoir d'intention aussi. Pas- Ouais, des fois, je pense qu'il faut. Tu sais, en recherche, des fois, on pose des hypothèses et on trouve le contraire, quoi. Tu vois. Donc, ouais, des fois, on a des intentions et la recherche va nous amener sur autre chose. Et pourtant, c'est dans un truc hyper contrôlé. Alors, quand c'est la vie, c'est encore plus complexe. C'est ça qui est beau aussi, et c'est comme ça qu'on fait des découvertes qui changent le monde, tu vois. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. En se laissant surprendre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2023, Florent, avant de te quitter? Pour l'année 2023, de continuer à avancer sur mes recherches, de valider mes hypothèses, parce que là, j'ai déjà validé une hypothèse sur une expérience et je suis dans un dynamique comment on appelle, de réplication. Donc, je refais la même étude pour m'assurer que c'est pas le fruit du hasard, entre guillemets. Donc voilà, de répliquer, on peut me souhaiter ça, de me souhaiter aussi d'être en bonne santé, de continuer à m'épanouir dans mon boulot, d'essayer de le faire au mieux, euh, et puis de continuer. Moi, je pense que c'est un peu ma devise, tu vois, d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Oui, ça te va bien, c'est vrai. Est-ce que tu recherches des participants pour tes Ah expériences? oui, très important, merci pour ta question. Je suis à la recherche de participants hommes, femmes, droitiers. Et si vous voulez faire avancer la science, contactez-moi sur The Motion Therapy.
sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un SMS si vous avez mon numéro sur le site. Ouais, je Donc, suis à la homme, recherche. femme, droitier, c'est tout? Il n'y a pas d'âge, de... Âme, femme, droitier, oui, pardon, et âgé, donc il faut être majeur quand même, et jusqu'à 45 ans. D'accord, il faut être sur Voilà. Paris. Ouais, sur Paris, ouais, puisqu'en fait, l'étude, elle se fait à mon labo. Ok. Voilà. Bon, bah, on mettra toutes tes coordonnées en bas de la Ouais, vie pour ceux qui veulent être participants. Et ils c'est font ça. quoi la séance, c'est ça? Ils feront quoi? Ouais, en fait, bah, tu es reçu, tu remplis quand même des petits documents, comme quoi tu dis que tu es d'accord pour faire de la recherche, enfin, pour participer à une recherche. Et puis, en fait, il y a toute une partie d'abord d'entraînement, puisqu'il faut s'entraîner à la tâche sur l'ordinateur, s'entraîner à faire correctement les mouvements. Et puis ensuite, on fait les mouvements pour de vrai. Et ensuite, on va mesurer comment, par notamment une tâche attentionnelle, comment les mouvements d'attaque ou de défense vont jouer sur l'attention globale ou sur l'attention locale. On fait aussi remplir des petits questionnaires pour évaluer la perception que vous avez eue des sensations lors du mouvement. Et voilà, pas besoin de maîtriser la boxe, hein. C'est vraiment des mouvements très très simples, pas besoin d'être sportif. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ok, merci Florent. Bah, écoutez, moi je vous recommande l'approche de Florent que j'ai testée. Si vous avez envie de sortir de la thérapie traditionnelle, et puis ton énergie participe beaucoup à, je trouve, l'efficacité de la séance. Donc un grand merci pour ce que tu Merci à toi. C'était un fais. plaisir Tu as de été passer ce recommandé. moment. Ça a été recommandé, c'est pour ça que je suis venue te voir. Donc Oui, j'ai des amis qui sont venus te voir aussi. c'est vrai. Merci à toi pour, aussi pour ton beau projet, puisque le cabinet Aïssa, c'est quand même un projet de cœur. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, des projets comme ça doit être valorisé et Merci. Ouais. on doit plus en parler. Merci Florent. Merci à toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.